Bienvenue sur Sleepodo. Votre histoire va commencer dans quelques secondes. Avant de plonger dans les bras de Morphée, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Merci pour votre soutien. Bonne écoute. Votre histoire commence maintenant. À Londres, la Royal Exchange vibrait de l'agitation habituelle des spéculateurs et courtiers en cette matinée brumeuse d'octobre. Sherlock Holmes se tenait immobile près d'une colonne, observant avec une intensité particulière le tableau des cotations financières. À ses côtés, le docteur Watson feuilletait le Times, relisant pour la 3e fois les articles consacrés aux mystérieuses disparitions qui troublaient la haute société londonienne. « 3 hommes, Holmes, » murmura Watson, sans lever les yeux du journal. « Sir Edmund Blackwood a disparu il y a 6 semaines, lors d'une nuit de brouillard particulièrement dense. Lord Pemberton, 3 semaines plus tard, dans des circonstances identiques. Et le professeur Aldrich, il y a à peine 10 jours. Tous 3 volatilisés comme par enchantement. » Holmes ne répondit pas immédiatement. Son regard perçant suivait les mouvements erratiques de plusieurs valeurs boursières. Les actions de la Blackwood Banking Corporation avaient chuté brutalement après la disparition de son directeur, tout comme les parts de la Pemberton Textile Company. Mais curieusement, certaines entreprises concurrentes connaissaient une ascension fulgurante, précisément synchronisée avec ces événements. « Remarquable », finit-il par dire, ses doigts pianotant contre sa canne. « La nature abhorre le vide, Watson, et la finance encore davantage. Observez comment le capital se déplace, comme l'eau s'écoule vers les terres basses. » Un homme corpulent fendit soudain la foule des investisseurs, le visage luisant de transpiration, malgré la fraîcheur matinale. Son regard affolé balayait la salle jusqu'à ce qu'il repère Holmes. « Monsieur Holmes !» s'exclama-t-il en s'approchant précipitamment. « On m'a dit que je vous trouverais ici. Je suis Theodore Ashford, courtier. Je vous en supplie, vous devez m'aider. » Holmes se tourna enfin vers l'homme, ses yeux gris scrutant chaque détail de sa personne avec une acuité déconcertante. « Calmez-vous, monsieur Ashford. Vos mains tremblent. Vous n'avez pas dormi depuis 2 nuits au moins, et je devine que vous craignez d'être la prochaine victime de ces disparitions. » Ashford chancela, stupéfait. « Comment savez-vous ? » Vos ongles sont rongés jusqu'au sang, signe d'anxiété récente. Les cernes sous vos yeux parlent d'eux-mêmes. Et vous venez me trouver ici, plutôt qu'à Baker Street, suggérant une urgence liée à votre profession. Les 3 disparus étaient tous des hommes d'influence dans la City. Logique élémentaire. Watson referma son journal, captivé malgré lui. Holmes fit signe à Ashford de continuer. « Hier soir, j'ai reçu une lettre, » balbutia le courtier, en tendant une enveloppe froissée. Sans signature, elle contenait simplement ces mots « Le brouillard se lève à nouveau ». Holmes examina le papier, le porta à ses narines, l'inclina vers la lumière. Une étincelle s'alluma dans son regard. « L'affaire m'intéresse, monsieur Ashford. Rentrez chez vous et n'en sortez pas par temps de brouillard. Watson, nous avons du travail. » Le télégramme de l'inspecteur Lestrade parvint à Baker Street 3 jours après leur rencontre avec Ashford. Son contenu était aussi laconique qu'alarmant. Corps découvert, Hyde Park. Blackwood identifié. Venez immédiatement. Lorsque Holmes et Watson arrivèrent sur les lieux,
Un cordon de policiers maintenait à distance les curieux attirés par le drame. Sous un chêne centenaire, recouvert d'une bâche grossière, reposait ce qui avait été Sir Edmund Blackwood. Lestrade, le visage grave, les accueillit avec un soulagement visible. « Holmes, je n'ai jamais rien vu de tel, » confessa l'inspecteur en soulevant la toile. « Jugez par vous-même. » Watson laissa échapper une exclamation étouffée. Le cadavre était dans un état de conservation remarquable, comme si la mort remontait à quelques heures tout au plus. Pourtant, le visage qui les contemplait de ses yeux vitreux n'était plus celui d'un homme de 45 ans. Les traits profondément creusés, la peau parcheminée, les cheveux entièrement blancs trahissaient un vieillissement de 15 années au moins. « Extraordinaire !» murmura Holmes en s'agenouillant auprès du corps. Il sortit sa loupe et entreprit un examen méthodique, ses doigts gantés parcourant les vêtements avec une précision chirurgicale. Watson s'accroupit à son tour, palpant le poignet avec son instinct de médecin. Aucune rigidité cadavérique. La température corporelle est à peine inférieure à la normale. Holmes, cet homme est mort il y a quelques heures tout au plus. Et pourtant, il a vieilli comme s'il avait vécu 15 années supplémentaires, compléta Holmes. Ses narines frémissaient. « Watson, sentez-vous cette odeur? Légèrement éthérée, avec des notes métalliques. » Watson se pencha, reconnaissant effectivement un parfum chimique subtil, imprégnant les vêtements du défunt. Holmes examina ensuite la peau du cou et des poignets, révélant de fines marques circulaires, à peine perceptibles. « Des traces de contention, observa-t-il. Regardez ces ecchymoses. Il a été maintenu immobilisé pendant une période prolongée. » Il préleva délicatement des fibres sur le revers du manteau, les glissa dans une enveloppe. Des résidus chimiques inhabituels. Lestrade, Scotland Yard, dispose-t-il d'un laboratoire d'analyse? L'inspecteur hocha la tête, perplexe. Holmes se releva, son expression trahissant une intense concentration. « Watson, je crois que nous sommes face à un empoisonnement d'un genre nouveau, ou peut-être à une pathologie rarissime affectant le métabolisme. Ces marques, cette odeur, ce vieillissement accéléré, tout suggère une intervention médicale ou chimique sophistiquée. Vous pensez qu'il a été maintenu prisonnier et soumis à des expériences, suggéra Watson, horrifié. C'est une hypothèse plausible. Nous devons consulter les sommités médicales de Londres. Cette affaire dépasse largement le cadre d'un crime ordinaire. Les jours suivants, Holmes et Watson sillonnèrent Londres, reconstituant patiemment les dernières heures des disparus. L'enquête les mena dans les quartiers les plus sombres de la capitale, là où les témoins parlent rarement à la police, mais écoutent parfois un détective privé accompagné de quelques pièces sonnantes. C'est dans une ruelle nauséabonde de Whitechapel qu'ils rencontrèrent Mary Kellaway, une prostituée au visage marqué par la vie. Elle accepta de parler après que Watson lui eut glissé une demi-couronne. « C'était il y a 6 semaines, messieurs, » raconta-t-elle d'une voix éraillée. « Une de ces nuits où le brouillard est si épais qu'on distingue pas sa propre main. Je rentrais des docks quand j'ai vu des ombres près de la Tamise, du côté de Shadwell Basin. 3 hommes, peut-être 4, tous encapuchonnés. Ils portaient quelque chose,
un grand sac ou un corps. « Avez-vous entendu des paroles ?» demanda Holmes avec vivacité. « Nan, monsieur. Mais j'ai vu leurs silhouettes se découper contre les lampes à gaz. Ils se mouvaient étrangement, comme dans une procession. J'ai eu la frousse et j'ai détalé. Le lendemain, ils interrogèrent un docker nommé Jack Mercer aux entrepôts de Wapping. L'homme, méfiant au premier abord, se détendit lorsque Holmes mentionna avoir servi la couronne dans plusieurs affaires sensibles. « Des bruits étranges, oui, » confirma Mercer en tirant sur sa pipe. « Ça fait des semaines que ça dure. Des chants, on dirait, venant des vieux entrepôts abandonnés près de Limehouse. Et puis il y a cette odeur, acide, qui monte parfois quand le vent tourne. » Holmes nota soigneusement ces informations. Ce soir-là, accompagné de Watson et d'un constable de Scotland Yard, il inspecta les quais déserts. À proximité d'un entrepôt condamné, il découvrit des traces révélatrices. De la chaux fraîche répandue sur le pavé, des résidus d'une substance huileuse au parfum chimique prononcé, et surtout des marques de frottement suggérant le passage récent de lourdes charges. « Watson, regardez ces symboles », murmura Holmes, en éclairant de sa lanterne des inscriptions à la craie sur le mur de briques. Des cercles concentriques entouraient des caractères qu'il ne reconnut pas immédiatement. Cela ressemble à de l'araméen ancien, peut-être du copte. Le lendemain, après avoir consulté un spécialiste des langues anciennes à l'université, Holmes revint à Baker Street avec une expression troublée. Ces inscriptions évoquent le temps comme une entité à purifier, expliqua-t-il à Watson en bourrant sa pipe. J'ai également appris qu'un groupe obscur, se faisant appeler les Chronos, pratique des rituels mystiques visant à libérer l'âme du joug temporel. Ils prêchent une forme de transcendance par la transformation physique. Watson fronça les sourcils. « Vous pensez qu'un culte serait derrière ces enlèvements ? Les indices convergent dans cette direction, mon cher Watson. Culte mystique, rituel nocturne, substance chimique. Nous devons infiltrer cette organisation. Grâce à un informateur rémunéré dans les bas-fonds de Limehouse, Holmes obtint l'adresse d'une demeure délabrée de Southwark, où se réunissaient les gardiens du temps. Déguisés en chercheurs spirituels, Holmes et Watson furent admis à une assemblée nocturne après avoir prononcé le mot de passe que leur contact leur avait fourni. La salle souterraine était éclairée par des chandelles disposées dans cercle parfait. Une vingtaine d'individus vêtus de robes sombres se tenaient immobiles, le visage dissimulé sous des capuches. Au centre, un autel de pierre supportait une coupe d'argent remplie d'un liquide noir et visqueux qui semblait absorber la lumière. Un homme de haute stature, que les autres appelaient le magister, s'avança vers l'autel. Sa voix grave résonna dans l'espace confiné. « Frères et sœurs du temps éternel, nous nous rassemblons une fois encore pour transcender les chaînes du vieillissement. Le corps n'est qu'une prison dont nous possédons la clé. » Les membres formèrent une procession, chacun buvant une gorgée de la substance noire, en récitant des formules dans une langue que Holmes reconnut comme un mélange corrompu de latin et d'araméen. Watson observait la scène avec un mélange de fascination et de dégoût, notant les tremblements qui agitaient certains participants après l'ingestion.
Holmes lui-même but lorsque son tour arriva, dissimulant habilement le liquide sous sa langue, avant de le recracher discrètement dans son mouchoir. Le goût amer et métallique correspondait aux résidus chimiques trouvés sur le corps de Blackwood. « Les voilà, nos coupables », murmura Holmes à Watson une fois sorti dans la nuit brumeuse. « Cette substance est la clé de l'affaire. Demain, nous frapperons avec Scotland Yard. » La perquisition eut lieu 3 jours plus tard, lorsque le brouillard enveloppait à nouveau Londres. Lestrade et une dizaine d'hommes investirent la demeure de Southwark avec Holmes en tête. Mais la salle souterraine était vide, parfaitement nettoyée. Aucun autel, aucune coupe, aucune trace des cérémonies. Les occupants de la maison, de paisibles locataires, présentèrent des beaux en règle. Plus frustrant encore, le magistère se révéla être un certain Silas Blackthorne, professeur de philosophie à l'université, dont l'emploi du temps des 6 dernières semaines était méticuleusement documenté. Chaque membre interrogé possédait un alibi irréfutable pour les nuits de disparition. De retour à Baker Street, Holmes arpentait le salon avec une agitation inhabituelle, fumant pipe sur pipe. « Je me suis trompé, Watson », admit-il avec amertume. « Nous avons perdu un temps précieux sur une fausse piste. Ce culte n'est qu'une diversion, un rideau de fumée. Les véritables criminels sont ailleurs, et ils ont su utiliser ces mystiques comme leur. Mais la substance chimique ? Une coïncidence, ou peut-être un détail délibérément planté pour nous égarer. Non, Watson, nous devons repartir des faits tangibles. La chimie, les traces physiques, le laboratoire dont parlait le docker. C'est là que se trouve la vérité. Le corps de Lord Pemberton fut découvert dans les jardins de Kensington, 5 jours après l'échec de la perquisition chez les gardiens du temps. Comme Blackwood avant lui, le défunt présentait un vieillissement dramatique, ses traits nobles transformés en ceux d'un vieillard de 70 ans, alors qu'il n'en avait que 52 à sa disparition. Cette fois, Holmes exigea un examen approfondi en laboratoire. Il passa 3 jours enfermé dans les locaux de Scotland Yard, analysant chaque fibre, chaque résidu, avec une méticulosité obsessionnelle. Watson le retrouva penché sur son microscope, les traits tirés mais les yeux brillants d'une excitation contenue. « Watson, venez voir », ordonna Holmes, sans lever le regard de son instrument. « Ces cristaux sur le col de la chemise, je les ai comparés avec tous les composés répertoriés dans le British Pharmacopoeia. Aucune correspondance. » Watson observa les formations géométriques à travers l'oculaire. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes face à une substance synthétique, probablement créée spécifiquement pour ces expériences. J'ai envoyé des échantillons au professeur Lyall de la Royal Society. Sa réponse est arrivée ce matin. Holmes tendit une lettre à Watson. Le professeur identifiait des traces d'un dérivé extrêmement rare du chloral, combiné à des alcaloïdes jamais observés en médecine conventionnelle. Cette combinaison, écrivait-il, ne peut avoir été synthétisée que dans un laboratoire de recherche avancée, possédant un équipement considérable. Un laboratoire, répéta Holmes en se redressant. Pas un antre de mystique, mais un véritable centre de recherche scientifique. Watson, combien de laboratoires à Londres possèdent de tels moyens? Très peu. L'université, peut-être le Royal College of Physicians, quelques institutions privées. Et des laboratoires clandestins,
financés par des intérêts privés sans supervision académique. Watson entreprit d'interroger les anciens collègues du professeur Aldrich, le troisième disparu. Au département de chimie, un assistant nommé Fowler se montra particulièrement loquace après quelques verres de whisky. Aldrich était brillant mais imprudent, confia-t-il. Il travaillait sur le métabolisme cellulaire, cherchant à ralentir les processus vitaux. Il disait qu'on pourrait un jour plonger un homme dans un sommeil profond pendant des années sans qu'il vieillisse d'un jour. Ces recherches étaient-elles approuvées par l'université ? Demanda Watson. Fowler secoua la tête. Il a été renvoyé il y a 2 ans pour expérience non éthique. Après cela, il a disparu de la circulation. Certains disaient qu'il continuait ses travaux ailleurs, pour un mécène fortuné. Lorsque Watson rapporta ces informations à Baker Street, Holmes frappa du poing sur la table. « Voilà notre vérité, un laboratoire clandestin où Aldrich et d'autres scientifiques poursuivent des expériences interdites. Les victimes ne sont pas sacrifiées à des dieux païens, Watson. Elles sont des cobayes humains. » Les résidus chimiques analysés par Holmes contenaient des particules de limon spécifiques à la zone de Wapping Dock. Combinant cette découverte aux témoignages des dockers, évoquant des bruits nocturnes, Holmes délimita une zone de recherche de 300 mètres carrés, près de Shadwell Basin. Pendant 2 nuits, déguisés en ouvriers portuaires, Holmes et Watson surveillèrent les entrepôts abandonnés. C'est à la 3e nuit, alors qu'un brouillard épais montait de la Tamise, qu'ils aperçurent une silhouette encapuchonnée se glisser vers un bâtiment condamné. L'homme disparut littéralement dans le mur. « Une entrée dissimulée », murmura Holmes avec satisfaction. « Attendons qu'il ressorte. » 1 heure plus tard, ils investiguaient le mécanisme. Une section du mur de briques pivotait sur des gonds huilés, révélant un escalier plongeant dans les profondeurs. Armés de lampes sourdes et du revolver de Watson, ils descendirent avec précaution. Les marches menaient à un tunnel aménagé qui s'étendait sous le lit du fleuve. Au bout de 50 mètres, une porte métallique entrebâillée laissait filtrer une lumière verdâtre. Holmes la poussa doucement. Le spectacle qui s'offrit à eux dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Une vaste salle souterraine, haute de 3 mètres, abritait un laboratoire d'une sophistication extraordinaire. Des appareils électriques ronronnaient le long des murs. Des étagères croulaient tous les fioles et les instruments scientifiques. Mais ce qui captait immédiatement l'attention, c'étaient les 6 grandes cuves cylindriques de verre, remplies d'un liquide verdâtre luminescent. 2 d'entre elles étaient vides. Les 4 autres. « Grand Dieu !» souffla Watson. « Il y a des corps là-dedans. » Holmes s'approcha rapidement, examinant les formes humaines flottant dans les cuves, reliées par des tubes à des appareils complexes. « Ils sont vivants, Watson. Regardez, leur poitrine se soulève, mais à un rythme infinitésimal. » Sur une table, des cahiers couverts de notes détaillaient les protocoles expérimentaux. Holmes les parcourut fiévreusement, sa lampe tremblant légèrement dans sa main. « Une suspension métabolique », lut-il à voix haute. « Ils ont créé un état d'hibernation artificielle où toutes les fonctions corporelles sont ralenties à l'extrême. Le sujet vieillit normalement, mais sans décomposition, car son métabolisme continue à fonctionner. 1 semaine dans ces cuves
équivaut à des années de vie normale. « Mais pourquoi ?» demanda Watson, horrifié. « Quel but monstrueux !» Holmes saisit un autre document, un registre financier. Ses yeux s'élargirent. « Ces scientifiques ne sont que des exécutants, Watson. Regardez ces paiements. 50 000 livres versés par une société écran. Quelqu'un finance cette horreur. Quelqu'un d'immensément riche qui orchestre ces enlèvements. » Un bruit de pas résonna soudain dans le tunnel. Holmes éteignit sa lampe. « Vite, cachons-nous. Nous devons découvrir l'identité du commanditaire. » Dissimulés derrière des caisses d'équipement, Holmes et Watson assistèrent à l'arrivée de 2 hommes en blouse blanche qui contrôlèrent rapidement les cuves avant de repartir, l'air pressé. Une fois le silence revenu, Holmes s'empara des registres financiers et des correspondances, les fourrant dans son manteau. Ils s'éclipsèrent dans la nuit brumeuse, leur découverte pesant lourdement sur leur conscience. De retour à Baker Street, Holmes passa la journée entière penché sur les documents volés, établissant des connexions avec une précision mathématique. Watson le regardait noircir des feuilles de notes, tracer des diagrammes complexes, reliant noms et transactions financières. « Voilà, Watson », déclara finalement Holmes en se redressant, les yeux injectés de sang, mais brillants de certitude. La clé de cette énigme monstrueuse. Sir Edmund Blackwood contrôlait la moitié des crédits industriels de Londres. Lord Pemberton dominait le marché textile. Le professeur Aldrich détenait plusieurs brevets pharmaceutiques lucratifs. Que voyez-vous ? Watson étudia les notes. Ce sont tous des hommes d'affaires prospères, mais je ne vois pas. Leurs concurrents, Watson, observez qui a profité de leur disparition. Holmes pointa du doigt une série de transactions. La Thornbury Industrial Corporation a racheté les créances de Blackwood. Les usines Thornbury Textiles ont absorbé les parts de marché de Pemberton. Et les brevets d'Aldrich, rachetés par une société écran appartenant à Sir Reginald Thornbury. Le nom résonna dans la pièce comme un glas. Watson se souvint alors de ce magnate industriel discret, rarement mentionné dans la presse, malgré sa fortune colossale. « Permettez-moi de vérifier certaines informations », dit Watson en enfilant son manteau. Ces investigations au Club Gentlemen et auprès de connaissances médicales révélèrent des faits troublants. Thornbury, âgé de 68 ans, était obsédé par la mort depuis le décès de son unique fils. Il finançait depuis une décennie des recherches sur la longévité à travers diverses fondations. Un ancien assistant de laboratoire, congédié pour avoir refusé des expériences contraires à l'éthique, confirma que Thornbury exerçait une pression considérable sur les scientifiques, menaçant leur carrière ou leur famille s'ils refusaient de coopérer. « C'est diabolique », murmura Watson lorsqu'il rapporta ces informations. « Il élimine ses rivaux commerciaux tout en les utilisant comme cobayes pour perfectionner son sérum de longévité. » Holmes hocha gravement la tête. « Un double profit, Watson. Les victimes vieillissent dans ces cuves pendant des semaines, permettant aux scientifiques d'observer les effets à long terme. Une fois morts, Thornbury hérite de leurs empires. Et lorsque le sérum sera perfectionné, il le vendra à prix d'or aux aristocrates terrifiés par la vieillesse. Nous devons l'arrêter. Nous le ferons, mon ami. Mais il nous faut des preuves irréfutables et un piège parfait. Holmes conçut un plan d'une audace remarquable.
Par l'intermédiaire d'un intermédiaire corrompu travaillant pour Thornbury, il fit parvenir au magnate une proposition alléchante. Un certain Lord Harrington, noble écossais atteint d'une maladie dégénérative, était prêt à payer 100 000 livres pour accéder au sérum de longévité. Watson, transformé par le maquillage et une perruque grisonnante, incarnait ce Lord Harrington avec une conviction surprenante. Sa connaissance médicale lui permit de simuler les tremblements et la faiblesse d'un homme aux portes de la mort. La rencontre fut fixée 3 nuits plus tard, dans le laboratoire souterrain lui-même. Lorsque Watson descendit les marches, accompagné d'un Holmes déguisé en majordome, Thornbury les attendait, entouré de ses scientifiques terrorisés. Le vieil industriel, malgré son âge avancé, possédait un regard d'une acuité glaciale. Lord Harrington salua Thornbury sans chaleur. « On m'assure que vous comprenez la valeur de ce que je propose. »« La vie éternelle, » répondit Watson d'une voix chevrotante. « À tout prix. » Un sourire carnassier étira les lèvres de Thornbury. « Pas éternel, milord, simplement prolongé. Voyez-vous, j'ai éliminé mes concurrents les plus gênants, tout en perfectionnant ce sérum. Blackwood, Pemberton, d'autres encore ont servi la science malgré eux. Bientôt, seuls les plus riches et les plus puissants accéderont à cette fontaine de jouvence. Un monopole absolu sur l'immortalité elle-même. « Monstrueux !» murmura Watson, laissant tomber son accent écossais. Le visage de Thornbury se figea. « Qui êtes-vous » Holmes arracha sa perruque de majordome. « Sherlock Holmes. Et vous, Sir Reginald, êtes en état d'arrestation. » Un coup de sifflet perça le silence. Lestrade et une douzaine de policiers surgirent du tunnel, leurs lanternes illuminant la scène. Thornbury recula vers les cuves, son visage déformé par la rage. « Vous ne comprenez pas, hurla-t-il. Je pouvais vaincre la mort, sauver l'humanité. » « En assassinant ceux qui vous gênaient, » répliqua Holmes froidement. « Scotland Yard, arrêtez cet homme. » Thornbury saisit une fiole sur la table et la projeta violemment contre le mur. Un liquide corrosif se répandit, provoquant une épaisse fumée. Dans la confusion, il s'élança vers un passage secondaire. Holmes le poursuivit dans les tunnels obscurs, où le brouillard de la Tamise s'infiltrait par des fissures, créant une atmosphère irréelle. La course folle se termina lorsque Thornbury, aveuglé par la fumée et le brouillard, trébucha sur des débris. Watson le maîtrisa pendant que Holmes récupérait les documents incriminants, flottant dans une flaque d'eau. « C'est terminé », déclara Holmes, tandis que Lestrade passait les menottes au magnat déchu. L'arrestation de Sir Reginald Thornbury provoqua un scandale sans précédent dans la haute société londonienne. Les journaux s'emparèrent de l'affaire avec une frénésie morbide, détaillant les horreurs du laboratoire souterrain et les expériences monstrueuses menées sur des hommes d'influence. Les scientifiques terrorisés, libérés de l'emprise de Thornbury, acceptèrent de témoigner contre lui en échange d'une certaine clémence. Mais la découverte la plus extraordinaire survint lorsque Scotland Yard explora les recoins du laboratoire. Dans une cellule dissimulée derrière une fausse paroi, le professeur Aldrich fut retrouvé vivant, émacié et traumatisé, mais capable de parler. « Il m'a forcé », raconta Aldrich d'une voix brisée lors de son interrogatoire. « Thornbury possédait des preuves de mes recherches non autorisées. Il menaçait de détruire ma réputation, d'emprisonner ma famille. J'ai dû superviser les expériences,
adapter les protocoles. Les autres victimes, je ne savais pas qu'il comptait les tuer. Son témoignage fut décisif. Thornbury fut condamné à la pendaison, ses complices à de longues peines de prison. Un soir, alors que le printemps chassait enfin les brouillards d'hiver, Watson retrouva Holmes dans leur salon de Baker Street. Le détective se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville qui s'illuminait dans le crépuscule. « Comment avez-vous su, Holmes ?» demanda Watson. « Quand avez-vous compris que le culte était une fausse piste ?» Holmes tira sur sa pipe, les volutes de fumée dansant dans la lumière dorée. « Lorsque la logique s'oppose aux faits, Watson, ce sont les faits qui ont raison. Les preuves chimiques ne mentaient pas. Un laboratoire sophistiqué, des substances synthétiques rares, un équipement coûteux. Tout pointait vers la science, non vers la superstition. J'ai alors cherché qui possédait les moyens et les motivations. Les connexions financières ont révélé le reste. Et le sérum de Thornbury, fonctionnait-il réellement ? Ironiquement, non. Les analyses ont montré qu'il provoquait un effet inverse, un vieillissement accéléré après une brève période de ralentissement métabolique. Thornbury poursuivait une chimère, sacrifiant des vies pour un rêve impossible. Watson secoua la tête, pensif. La cupidité mêlée à l'ambition scientifique, une combinaison dangereuse. En effet, mon ami, mais la raison et la justice ont prévalu. Le brouillard s'était dissipé sur Londres, emportant avec lui les ombres qui avaient terrorisé la ville. Dans le laboratoire abandonné sous la Tamise, les cuves vidées témoignaient silencieusement de la folie humaine. Mais Baker Street veillait toujours, et Sherlock Holmes, satisfait d'avoir démêlé cette intrigue où science et crime s'étaient entrelacés dans l'obscurité, ralluma sa pipe en contemplant la ville paisible.